débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, le Mali, avec ce discours à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui parle de l'accord pour la paix et la réconciliation, les attentes légitimes de la jeunesse et également le dialogue national inclusif. On va également parler de Nyono, ces événements qui ont conduit à la mort du commissaire de police et également le Mali toujours avec cette question sur l'ultimatum des syndicats de producteurs de coton qui donnent jusqu'à demain lundi pour la libération de Bakary Togola. On va voir ce que cet ultimatum va également donner. Mémé Diallo, que nous allons écouter au cours de ce débat du dimanche avec comme invité Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Baba Dakono, juriste chercheur, Serge Daniel, journaliste et écrivain, avec lequel justement on va commencer par rapport au dernier numéro de la lettre confidentielle Mali, si on peut connaître les grands axes. Disons qu'il y a dans le numéro qui sort aujourd'hui, il y a au moins deux articles intéressants, je dirais, qu'Alexis n'a pas, c'est la lutte contre la corruption, il y a des détails. Et puis on révèle quand même que Alpha Omar Konaré, l'ancien président, a rencontré il n'y a pas longtemps le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et je dirais, je suis tenté de dire, c'est la grande réconciliation entre eux. Il faut lire ça dans la lettre confidentielle et non dans Mali Tribune. Voilà, dans la lettre confidentielle du Mali. Premier thème de ce débat du dimanche, je le disais, 59e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à la nation. Ibeka s'est prononcé sur les questions de l'heure, le dialogue national inclusif, les attentes légitimes de la jeunesse, et également le projet Notre Mali avance, et également les écueils liés à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Justement, c'est cela notre morceau choisi. Mes chers compatriotes, si notre grand Mali avance, n'a d'autre ambition que de construire un Mali prospère, intègre, réconcilié avec lui-même et avec tous les peuples épris de justice, force est de reconnaître que sa réalisation se heurte aujourd'hui à des obstacles de tous ordres et en rencontrera d'autres demain, qui seront autant de défis à relever. Me viennent à l'esprit, bien évidemment, et en premier lieu, des obstacles sur lesquels bute la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé sous les auspices de la communauté internationale entre l'État et les mouvements au nord de notre pays. Malgré les développements récents, dont la sortie de la première vague du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion accélérée en début de ce mois, des difficultés demeurent inhérentes pour certaines d'entre elles à la nature même d'un tel accord, liées pour d'autres à l'incompréhension et par moments à l'intransigeance de certains signataires. En ce jour anniversaire de notre indépendance, je tiens à réaffirmer l'attachement du gouvernement malien à cet accord, quitte à en discuter certaines dispositions, l'essentiel étant d'en conserver l'esprit. Garant de cet accord et réaffirmant l'adhésion du gouvernement à sa mise en œuvre, je voudrais renouveler mon appel à nos frères des mouvements signataires et les inviter à tout mettre en œuvre pour un retour à une normalité constitutionnelle et administrative dont l'absence hypothèque lourdement tous les efforts de développement. Voilà, Baba Dakono, discuter certains aspects de l'accord, quitte à garder son esprit. Est-ce que les positions sont en train d'évoluer par rapport à la relecture ou pas de l'accord pour la paix et la réconciliation? Je pense que c'est une importante position quand même qui a évolué, celle du chef de l'État, donc du gouvernement du Mali. Cette demande était criarde au sein de l'opinion nationale qui ont estimé depuis quelques années qu'il était important de rediscuter de l'accord parce que sa mise en œuvre était difficile sur de nombreux points, et également de renverser certaines étapes du calendrier de la mise en œuvre de l'accord. Donc c'était une demande formulée depuis fort longtemps. Maintenant que le président lui-même adhère à cette idée, ça veut dire que les choses vont aller vite dans ce sens. Alexis Kalambri. Oui, je voudrais peut-être commencer à dire qu'on a souvent décrit la communication du président. On a vu qu'à l'occasion du 22 septembre, quand même, il a envoyé
un SMS à tous les Maliens. C'est pas lui, c'est lui qui a envoyé automatique. Oui, Moi je l'ai reçu, mais je sais que c'est pas lui qui m'a envoyé ça. C'est signé du président de la République. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est important. Ça n'avance pas à grand chose. Ah, si, c'est important. Donc, par rapport, oui, on peut dire que en fait, le président dit l'accord n'est pas gravé dans le marbre. L'esprit demeure, mais oui, pour la mise en œuvre, on peut discuter des détails. Je pense que du président de la République, c'est important de l'entendre. Ça permet au moins pour tout le monde de comprendre que oui, parce que on sentait beaucoup d'intransigeance de la part de ceux, beaucoup de réticence de la part de ceux qui ne voulaient pas aller en disant, puisqu'il n'y a rien à discuter à ce niveau-là. Mais maintenant, on dit oui. Par rapport à l'esprit, on est d'accord, mais oui, pour le reste, on peut discuter. Oui, Alexis a tenu à parler du texto du PR IBK. Vous l'avez reçu ou pas? Non, moi je l'ai reçu d'ailleurs sur 2 téléphones, les deux opérateurs dont je dispose, les 2 numéros dont je dispose. J'ai reçu le message, mais vraiment, comme je l'ai dit, je crois que ça ne nous avance pas. Et puis, ça a un effet contraire parce que si vous voyez sur les réseaux sociaux... Mais c'est de la considération quand même. Hein, non, si c'est lui-même, ouais, mais si c'est juste un robot qui m'envoie un message, au contraire, c'est même un manque de respect à mon endroit. Moi, je préfère que ce soit le président, même si je n'attends pas son message lui-même, quoi. Et, franchement, pour ce qui concerne en tout cas ce message. D'accord. Ouais. Par rapport à l'évolution de la position sur l'accord, c'est la première fois que le président se prononce ainsi par rapport à la nécessité peut-être de relire l'accord. C'est important. Absolument, mais je me demande si le lieu était opportun pour l'annoncer comme ça. Moi, je dis c'est quand même une décision importante et assez sérieuse qui devait être discutée entre partenaires déjà signataires de l'accord. Et cet accord, les gens, depuis bien avant sa signature, depuis qu'il a été annoncé jusqu'à sa signature, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont toujours dénoncé, qui ont toujours demandé à ceux qui soient réélus, Mais c'est le même État, c'est le même gouvernement qui a dit non, il est bon. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, la question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qui a incité, qu'est-ce qui a poussé le président à demander, à parler aujourd'hui de cette révision, compte tenu de... Si on sait qu'il y a quand même des rebondissements par rapport au comité de suivi de l'accord, par rapport à la position du président de la sous-région, peut-être qu'on va en revenir. D'accord. Voilà. Ok. Non, mais c'est quand même... C'était un secret de polichinelle. On savait que cet accord n'était plus le médicament qui pouvait soigner le malade. Mais qu'ils le disent, je pense, qui reconnaît enfin que quelque part, il y a des dispositions qui sont caduques. Ça, c'est très important. Oui, mais oui, quand même. C'est-à-dire, c'est humain. Et des gens peuvent avoir raison avant les autres. C'est pour ça que je dis généralement, il ne faut pas impressionner les hommes politiques, ce n'est pas notre rôle, mais il ne faut jamais se laisser impressionner par eux. Je pense que c'est un tournant, qu'ils le disent lui-même. Mais contrairement à toi, je pense que le moment est peut-être bien choisi, c'est la fête de l'indépendance, c'est solennel, il était mieux maquillé que la dernière fois, donc tu vois, il peut avoir des qualités, on peut reconnaître des qualités. Donc c'est très important qu'il le dise lui-même. Et à cette occasion-là. Maintenant, quelle forme ça va prendre? Il ne faut pas, à mon avis, que ce soit un discours, que ça s'arrête seulement au discours. Il faut que dans les actes, assez rapidement, on voit comment ça va se dessiner. Parce que si vous prenez la CEMA dit déjà « Oh, attention, l'accord n'est pas appliqué ». Une partie de la majorité présidentielle dit la même chose. Vous avez une dizaine de partis politiques maliens qui disent la même chose également. Et donc, c'est un discours très important. Cette partie du discours, je pense que si j'étais à votre place, c'était ce morceau que j'aurais choisi. Maintenant, il faut voir comment ça va s'articuler très rapidement. Parce que il y a eu une autre dans son discours, il a beaucoup parlé de Dioncouna Traoré. Mais il parle de Dioncouna Traoré, nous avons une structure pour le centre. Il ne faut pas qu'il y ait un chevauchement dans le règlement de la crise au centre, par exemple. Si vous avez 2 superstructures où les gens se bouffent le nez, ça ne marchera pas. D'accord. Voilà. On va parler des autres aspects du discours. Mais Baba Dakono, pour revenir à l'accord pour la paix et la réconciliation, on peut dire qu'il y a une combinaison de facteurs, puisque le 17 était prévu la 38e session du comité de suivi de l'accord à Kidal. Et bien avant, on a vu des sorties du président de la CEDEAO, le président Issoufou à Niamey et également à Bamako. Et également cette tenue ratée du CSA à Kidal. Et tout cela, ça ne pouvait plus aller. Il fallait peut-être reconnaître cela tout de suite pour qu'on puisse peut-être avancer.
Oui, et c'est ce que je voulais dire quand Matin est intervenu tout à l'heure, pour dire qu'en réalité, le président a juste accepté qu'on puisse discuter de l'accord, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc, en fait, c'est un premier pas. Maintenant, de façon opérationnelle, comment ça va se passer, tout ça va amener des discussions, mais toujours, il est important de garder à l'esprit ce qui a manqué à l'accord. Et je pense que l'une des choses qui a manqué à l'accord, c'est l'appropriation nationale. C'est vrai que l'accord, il a été signé entre le gouvernement malien et certains groupes armés, mais beaucoup de solutions préconisées par l'accord sont des solutions d'envergure nationale, alors que au Mali, la majorité, en tout cas de nombreux Maliens, estiment que c'est un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés. Donc il est très important que l'accord fasse l'objet d'une appropriation nationale. Je pense que le président de la République lui-même l'a dit à l'occasion des événements malheureux à Gao, pour dire que les aspects féconds de l'accord n'ont pas été appréhendés par les Maliens. Donc, pour revenir à votre question, le momentum, oui, je partage également cet avis sur le fait qu'il s'est passé des choses depuis quelques semaines, cette sortie du président Issoufou. Et sur des faits, ce ne sont plus des sentiments ou des perceptions, mais ce sont des faits avérés, des faits qui ressortent du rapport de l'expert indépendant, mais des faits qui sont constatés effectivement sur le terrain, mais qui ne datent pas que de la signature de l'accord en 2015. Il faut remonter jusqu'en 2013. Et remonter en 2013 à la composition même du HCEA. Si vous vous rappelez, c'était d'abord le mouvement islamique de l'Azawad qui avait récupéré de nombreux éléments d'Ansardine et puis après qui se sont fondus dans le HCEA qui est devenu à la veille de pourparlers des discussions d'Alger, la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Donc ce sont des faits et justement et je vais terminer sur ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de tirer les enseignements pas seulement de cet accord, mais de tous les accords qui ont été signés par le passé. Et l'un des enseignements qui me vient à l'esprit, c'est que très vite après la signature d'un accord, on oublie les raisons qui ont poussé les gens à prendre les armes pour se concentrer sur les acteurs. Ouais. Et beaucoup de choses ont été mises dans l'accord, mais depuis 2015, quelle avancée notoire sur les questions qui avaient été mises en avant en 2012 par la rébellion armée? D'accord. Alexis Calambri, justement, qu'en pensent les mouvements signataires, les mouvements armés, puisque récemment, et la CEMA et la plateforme ont produit des communiqués. La CEMA parle de détérioration des relations avec le gouvernement, puisqu'elle pense que c'est le gouvernement, de façon unilatérale, qui n'a pas voulu que le CSA se tienne à Kidal. Oui. Que peuvent en penser les mouvements signataires par rapport à tout ça? En fait, je pense que de bonne foi, il ne peut pas récuser la position du président en ce sens que c'est juste pour, disons, mettre la forme à un fait. Il y a beaucoup de blocages et il faut vraiment qu'on discute de ces aspects-là. Mais oui, la coordination met toujours la barre à un niveau très haut, de sorte que à la limite, soit pour pousser soit le gouvernement à la faute, soit pour indiquer que s'il y a à l'opinion internationale, s'il y a blocage, c'est toujours dans le camp de l'autre. Vous parlez tout de suite de l'annulation ou du report de la rencontre du CSA à Kidal, mais vous avez vu disons, les événements qui ont conduit à ça. Mais à la limite, si vous lisez un peu la lettre de Boutache, c'est comme s'il était d'accord avec la coordination qui avait protesté. Donc, oui, de l'autre côté, la communication est très maîtrisée et comme disait Baba, eux, ils ne sont pas dans l'opérationnel. Ils sont à ce niveau où il faut toujours voir quelle est la faute commise par le camp adverse, qu'est-ce qu'on peut faire pour protester, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps. Okay, on n'a pas encore écouté l'opinion du gouvernement par rapport à la non-tenue du CSA à Kidal. Mais est-ce que Serge Daniel, est-ce que c'est comme si on veut une chose et son contraire? Kidal ne peut pas être un objectif au même moment, alors qu'on a la possibilité d'aller tenir un comité de suivi de l'accord à Kidal. On reste entre Maliens et ne pas profiter également de cette occasion. Justement, puisque tous les Maliens veulent que le Mali soit à Kidal. Justement, c'est ce que je vous l'ai dit, c'était la position du gouvernement sur Kidal. Le CSA, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Le président, c'est M. Boutache dont vous parlez, qui est un diplomate algérien. Pourquoi le gouvernement a dit non pour la réunion de Kidal? Le gouvernement estimait qu'il allait avoir d'un côté les travaux du dialogue national et que de l'autre côté, il allait avoir une réunion qui allait se tenir à Kidal, comme s'il y avait deux Mali
alors que le dialogue national concernait tout le monde. Je pense qu'il y a eu une passe d'armes. Et là, je pense plutôt que le gouvernement, en tant que pays, en tant qu'État, a bien joué face à l'Algérie, parce que le président du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, qui est parti d'ailleurs, il est nommé ambassadeur en Italie, lui, il insistait que ça se tienne. Il insistait que cela se tienne. Le Mali a dit non, que ça ne va pas se tenir. Donc il y a eu un bras de fer quand même qui dit pas son nom entre Algériens et Maliens. Et je crois d'ailleurs que ce diplomate, il n'a pas été reçu par le président avant son départ. Il faut vérifier. Bon, mais de l'autre côté, c'est la SEMA. Les ex-rebelles n'étaient pas contents. Mais on pensait à un moment qu'ils allaient dire, bon, à partir d'aujourd'hui, nous allons suspendre notre participation au processus de dialogue. Ils ne l'ont pas fait. Donc je pense que c'était un problème entre le Mali et l'Algérie. Je pense que le Mali a là bien joué en disant, nous sommes chez nous, vous venez nous aider, c'est vrai, mais nous n'avons pas d'ordre à recevoir de vous. Mais je pense que de l'autre côté, avec la SEMA, le gouvernement a repris langue et que les choses vont se débloquer. Justement, Makan connaît la SEMA qui pense qu'il faut tenir une réunion dans un pays étranger. La plateforme dit non. Comment est-ce qu'on pourrait gérer un peu cette position des mouvements signataires par rapport à cette haute évolution dans la mise en œuvre de l'accord? Moi, je crois que c'est la responsabilité de l'État. Comme je l'ai dit, il faut que les gens s'assument. En fait, ce qui s'est passé, en fait, la raison officielle évoquée dans le communiqué de l'ambassadeur, c'est pour raison d'État impératif. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ce qui dérange l'opinion, c'est que depuis au moins 3 CSA, ça peut être vérifié, c'est les participants, mais y compris le gouvernement, qui demandent à ce qu'il y ait un CSA à Kidal. Parce que symboliquement, c'était important. Comme vous venez de dire, on ne peut pas vouloir une chose sans contraire. On dit qu'aujourd'hui, on peut aller à Kidal. Et c'est le CSA, le comité de suivi de l'accord, comme l'a dit Serge, qui demande à ce qu'on délocalise cette rencontre à Kidal. Tout est prêt, c'est 2 jours. C'est 2 jours avant la tenue de cette réunion qu'on l'annule. Pour des raisons impératives d'État, comme on dit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ça est survenu à un moment où le président du Niger a parlé, la CEDEAO a parlé, mais que ce n'est pas le Mali qui mettait la pression, c'est la communauté internationale qui a mis la pression. Même si les deux ne sont pas liés, on ne peut pas ne pas faire de lien entre ces différents événements. Maintenant, la CEMA dit qu'elle suspend toute sa participation au comité de suivi de l'accord. Heureusement qu'elle n'est pas sortie d'abord de l'accord et demander une réunion sur un terrain neutre, un pays neutre et tout. Maintenant, il faut qu'on aille à ça, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le processus de mise en œuvre de l'accord même est bloqué. C'est ça la vérité. Oui, Alexis Calambré, on a l'impression qu'on n'est pas loin du bout du tunnel, puisque quand on écoute les différents protagonistes, il y a 4 ans, il y a 3 ans, ce n'étaient pas les mêmes opinions. Aujourd'hui, les positions semblent évoluer. Il semble y avoir une espèce de lassitude. Tout le monde veut aller vers cette paix-là. Malgré toutes ces divergences, la SEMA reste dans l'accord. On ne comprend pas pourquoi les uns et les autres ne viennent pas à Kidal. On a l'impression qu'entre Maliens, les uns et les autres sont en train de se retrouver. Oui, le bout du tunnel semble pas loin. En fait, d'abord, pour beaucoup de raisons, la SEMA a le dos au mur. Vous avez les fortes accusations du président nigérien qui ne trouvent pas écho. Or, il faudrait vraiment que les mouvements répondent à ça, parce que le tout n'est pas de dire c'est des accusations stériles, mais c'était vraiment fort et précis. Donc, on ne peut pas négliger ça. De l'autre côté, les raisons avancées par le Mali pour reporter la rencontre sont valables. Parce que, comme disait Serge tout de suite, on ne peut pas tenir 2 réunions d'envergure nationale au même moment. Il y a comme dirait les... Oui. Comme disent les juristes, il faut une hiérarchie. Le CSA est institutionnel. On sait que le CSA se tient chaque date. Donc, c'est une question du gouvernement, il faut que les gens... Ouais, si on reste sur le discours du président Ibeka, il affirme avoir instruit au Premier ministre d'amorcer des échanges au niveau local, au niveau régional par rapport à la décentralisation. Peut-être que ça peut être la relecture, la révision dont on attend de l'accord, par exemple, la décentralisation, la régionalisation. C'est aussi l'un des principaux défis et risques liés à cette question de décentralisation. Elle a été toujours présentée, si vous vous souvenez, quand on sortait de la rébellion armée des années 90. La décentralisation a été comme la solution préconisée face aux questions de sous-développement, d'une part, mais également comme une sorte de prime à la rébellion.
c'est le danger. C'est important aujourd'hui et c'est demandé par tous les acteurs que nous allions vers une décentralisation de l'État, en tout cas qu'on réduise le poids de l'État dans la gestion des affaires des collectivités. Mais il ne faut pas mettre ça, comme je le disais au début de mon propos, que des solutions prévues par l'accord sont des questions nationales ou des questions d'envergure nationale. À l'exemple de cette question de la décentralisation qui est nécessaire, qui est indispensable aujourd'hui, mais doit rentrer dans le cadre d'un processus pas parallèle à la mise en œuvre de l'accord, mais un processus distinct qui émane d'une nécessité nationale. D'accord. 22 septembre, Serge Daniel, je ne sais pas si vous avez été au défilé à la place d'armes de Kati, sinon on a vu des éléments, des démobilisés du MOC défiler aujourd'hui. Là, c'est la symbolique, elle est également forte. C'est une symbolique assez forte. Et c'est justement, ça me rappelle ce qui s'est passé malheureusement il y a 2 semaines où des mobilisés ont été enlevés dans un bus. Ça, c'est le médicament des djihadistes. Parce que quand on va envoyer une armée reconstituée plutôt, avec des gens du Nord, avec des Maliens du Nord, du Centre, etc., vous allez voir, l'armée sera puissante. Il n'y a pas de gêne à le dire. On ne peut pas, Alexis et moi, conduire de Gao à Kidal comme on conduit de Bamako à Gao. Parce que ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas le même climat. Et donc, c'était très important qu'ils défilent aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous que malgré les difficultés, malgré le manque parfois de leadership, les choses avancent quand même. Il y a des choses qui se font malgré l'absence de leadership. Ok. Si on reste toujours sur le discours du président IBK, le mot « seuil de l'intolérable » a été prononcé. Le seuil de l'intolérable, justement, à Niounou, où un commissaire de police a été lynché, assassiné par des jeunes qui ont pris d'assaut le commissariat de police, puisque désapprouvant le retour à son poste de l'officier de police judiciaire, on parle de 2 morts, dont justement le commissaire de police. Un extrait de cette vidéo qui avait circulé quelques heures avant le saccage du commissariat à Niounou. Non, bora ko foka nyono police so wi ama kipa ya wuli ga ba ere police e baliga mo kele sara e baliga do era la o se karla bon bi nyono agalale mbade do ya nyono ngo keme flene police kono kema police ko foka wuli ga boy. Voilà, le commissariat de police de Niounou. On va se passer des autres images, à la limite insoutenables. Alexis Kalambri, on l'avait dit assez longtemps, à un moment des populations s'en sont prises à la préfecture de Kéniéba. Une fois c'était la gendarmerie de Fana, un commissariat à Ségou. On le disait assez régulièrement sur ce plateau-là, cette distance entre les populations et l'État. Non, en fait, je crois que de plus en plus, les gens semblent conscients et convaincus de la faiblesse de l'État et chacun veut se rendre justice. Mais il faut vraiment, je pense que là, nous avons l'occasion pour l'État de faire en sorte que l'autorité revienne une fois pour de bon. Les porteurs d'uniformes, de façon générale et dans la République, nous avons accepté de conférer des rôles et des missions à des gens. Il faut qu'on respecte ces personnes dans leur rôle et dans leur mission. Je pense que c'est l'occasion pour l'État de vraiment faire en sorte qu'on ne voit plus jamais des choses comme ça. Baba Dagono, par rapport à Niounou, est-ce qu'on n'est pas dans l'équation du penseur pour lequel, quand l'État est fort, il nous écrase, quand il est faible, nous périssons avec lui. Les populations de Niounou n'étaient pas d'accord avec le retour du commissaire. Et on a vu un communiqué du ministère de la Sécurité qui pensait ne pas ouvrir la boîte de Pandore, puisque les autres localités pouvaient demander la même chose. Est-ce qu'on n'est pas dans cette équation-là? État fort, trop fort, État faible, ça peut être le laisser-aller aussi. Si on s'arrête aux événements de Niounou qui sont condamnables et tragiques, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Mais il faut aller au-delà de l'événement en soi pour interroger ce qui a conduit à cet événement-là. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui permet de prévenir et de donner les garanties de non-répétition. Parce que en réalité, tout est parti d'un incident qui a lieu entre un policier et un usager. Et cet incident, en fait, au-delà de l'incident, ça a cristallisé ou ça a été un phénomène catalyseur
des frustrations et des mécontentements qui existaient dans la ville. Certaines frustrations qui sont historiques, qui sont liées à la prédation qui se fait autour de la question de l'Office du Niger, mais plus récemment, des mécontentements qui sont liés aux mesures restrictives, notamment l'interdiction de circuler à certaines heures à moto dans la ville, ou encore au fait que des entrepreneurs étaient mécontents dans la ville parce que des contrats avaient été donnés à des entrepreneurs qui sont hors de la ville, ou encore les transporteurs, parce que vous savez, entre Nyono et Djabali, il y a un important trafic. Donc il y avait une somme de frustration qui existait dans la ville, et cet événement a été le catalyseur de ces frustrations-là. Et ça rappelle que Nyono, et je crois que j'ai bien apprécié comment vous avez amené le sujet en rappelant Kenyeva, en rappelant d'autres événements. Je crois que tout ça nous rappelle que le pays ne peut plus, la gouvernance en tout cas, ne peut plus se faire comme ça se faisait par le passé. Ça va être extrêmement difficile. Alexis a parlé de restauration de l'autorité de l'État, c'est important, mais il faut qu'on aille au-delà de cette autorité de l'État pour qu'on intègre dans la gestion, dans la distribution des services publics, les attentes des populations, l'environnement et le contexte dans lequel les représentants de l'État évoluent. Sur les événements de Nyono? Moi, je crois que ces événements, ils ne se justifient pas, ils ne s'expliquent pas, ils ne s'excusent pas. C'est incroyable. Vous avez bien fait de ne pas passer le reste de la vidéo. Vous avez vu, mais on peut en parler, parce que c'est important pour même choquer les esprits. Vous avez vu, il y a un homme mort, couché, les gens ils continuent à l'insulter et à le tabasser, un cadavre. Ça vous dit le genre de Malien que nous devenons et le genre de Malien qui est en train de grandir, qui aura peut-être la gestion de ce pays. On n'est même pas sensible à un cadavre. Très grave. Donc maintenant, le reste, c'est que tout est question d'État. C'est que pour abonder, je suis plus ou moins dans le même sens que mon voisin, s'il n'y a pas d'État, c'est très grave. C'est simplement, moi, je suis fils de militaire, j'ai eu la chance de vivre mon enfance dans des camps militaires. Mais à l'époque, même pour prendre l'exemple du camp 1, même pour passer devant le camp 1 de gendarmerie ici, c'était pas évident. Mais aller jusqu'à attaquer un porteur d'uniforme, le tuer, c'est que l'État a carrément failli. Et les responsabilités doivent être situées. Et surtout, il ne faudrait pas que les gouvernements même se débinent. Les responsabilités doivent être situées même au niveau du gouvernement. Quelles que soient les frustrations, quel que soit ce qu'on peut reprocher à des agents de l'État, etc., rien ne justifie ce que nous avons vu. Le président de la République a rendu hommage aux policiers. Je pense qu'il a bien fait. En plus, le 22 septembre. Mais ce sont des gens qui ont ensanglanté la République. Parce que ce policier était d'abord en tenue. En plus, vous avez vu ce qui a voulu se passer. Parce qu'il faut aller plus loin. Vous avez vu les vidéos qui ont circulé. Ce sont des gens qui ont filmé froidement une scène qui se passait comme si ce sont des gens qui voulaient mettre de l'huile sur le feu et opposer les uns aux autres. Imaginez un instant qu'il y avait un renfort de police qui débarquait ce jour-là. Non. C'était grave ce qui s'est passé. Le renfort est arrivé le lendemain, mais pour vous montrer qu'on peut reprendre les choses en main, il y a eu une 50aine d'arrestations. On verra comment ça va se passer. La loi doit être appliquée à tout le monde. Je suis d'accord. L'État est faible, etc. Mais ce n'est pas une raison pour voir ce que nous avons vu, les images que nous avons vues. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire en disant que je ne suis pas d'accord avec Baba sur ce point. On peut beaucoup reprocher aux détenteurs de la force publique à beaucoup de niveaux. Je prends juste le cas quand il y avait les manifestations contre le G5 Sahel, on a vu des policiers faire des exactions. Les populations ont filmé, ils ont documenté, on a porté plainte, il y a eu des sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, justement, les nouvelles technologies permettent aux populations de s'extraire facilement de beaucoup d'abus de la part des porteurs d'uniformes. Donc, on ne peut pas excuser la violence gratuite. Je voulais ajouter une chose rapidement, franchement, que ce ne sont pas tous les habitants de Nyono qui ont fait cela. De manière infinitésimale. Ils n'étaient pas du tout nombreux. C'est pour ça, moi, je pense à une opération montée, calculée, et surtout, si vous voyez les vidéos qui ont circulé, ce sont des vidéos qui montrent clairement. Moi, je ne peux pas filmer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas filmer de manière aussi froide quelqu'un qu'on est en train d'abattre. Donc il y a un problème. Donc il faut quand même faire extrêmement attention. L'État est responsable. L'État est responsable. Oui, l'État est responsable. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Il faut être assez prudent. Oui, ok. Alors, non, et cette discussion qu'on a tout de suite traduit en fait
la lecture qu'on peut avoir à la suite de cet événement-là. Et il y avait deux lectures, et on peut avoir deux lectures. Soit on s'arrête à l'événement, et je crois que je l'ai dit, il faut le condamner, rien ne l'excuse. Ou on essaie de comprendre l'événement, où on le met dans une perspective plus large pour comprendre les mots qui miment la République et essayer de prévenir ça. Et c'est dans ce contexte que j'ai rappelé que, Serge l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas... L'appréciation était diverse par rapport à ce commissaire. Moi, j'ai discuté avec des habitants de Nyono. Il y en a qui ont certifié que c'était un commissaire qui faisait, en tout cas, selon eux, bien son travail. Donc, les opinions étaient assez disparates le concernant. Donc, mais ce que je dis, c'est que il ne faut pas voir l'événement en tant que, ou le jour où l'événement s'est passé. Il faut remonter à avant tout ce qui a précédé l'événement. Et c'est ce qui nous permet de le mettre dans une perspective plus large pour prévenir. Oui, je ne participe pas au débat. Vous parlez de perspective, mais je pense qu'on peut même parler de rétrospective, puisque un certain 21 mai 2012, des gens sont allés battre un président de la République au palais de la République et ils l'ont laissé pour mort. Makakone, peut-être la question c'est, est-ce qu'on n'a pas un État un peu à reculons, puisque la même chose s'est produite à Gao, où les populations ont demandé la tête du gouverneur. Elles l'ont eu. À Mopti également, certains habitants ont pensé que le problème c'était le gouverneur. La question, peut-être, ça va intéresser les sociologues. Quel type de Maliens sommes-nous en train de devenir, ou à tout vent, systématiquement, le représentant de l'État est décrié, même si on ne le justifie pas également. Aujourd'hui, on a même pas qu'on n'a pas de respect pour l'autorité, on a de respect pour rien aujourd'hui. On ne respecte pas les aînés, on ne respecte pas l'État, on ne respecte pas le voisin, on ne respecte personne. En fait, je crois que c'est plus profond que tout ça. Ce pays, les gens, tout le monde doit se remettre en cause. On a perdu toutes nos valeurs. Aujourd'hui, tout ce qui nous importe, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir une belle voiture, avoir de beaux costumes. Nos valeurs sociales et sociétales, comme on dit, on les a toutes perdues. Maintenant, je voulais dire une chose pour terminer par rapport à Nyono. C'est sur les représailles. Il faut que par rapport à cela aussi, on fasse beaucoup attention. Comme Serge vient de le dire, ce n'est pas tout Nyono, mais de ce qui nous parvient, apparemment, il y a un peu d'exaction qui est en cours. Du coup, je crois que même par rapport à ça également, l'État a une image à préserver, l'autorité a une image à préserver. Il faut que les enquêtes soient bien menées. Il ne faudrait pas que ça soit juste qu'on attaque le chef de village, qu'on enlève le chef de village, qu'on le ramasse avec sa famille. Il faut aller tout doucement avec ça et que les auteurs soient interpellés. On a même une radio apparemment qui a eu des soucis et tout. Peut-être qu'un autre jour, on va parler de ça. Une dernière question là-dessus, Alexis Kalangri. Est-ce que la solution, ce ne serait pas une justice saine? Si les populations se rendent compte que la justice est donnée comme il le faut, elle est rendue comme il le faut, ça va faire en sorte qu'elles ne vont pas vouloir, entre guillemets, se rendre justice elles-mêmes. Oui, pas que la justice, c'est-à-dire il y a... Aujourd'hui, vous ne pouvez prendre aucun pan de la société malienne que vous pouvez applaudir des deux mains. On a des problèmes de distribution, d'une saine distribution de la justice. C'est un problème qui existe à beaucoup de niveaux. Donc, oui, d'abord, pour aller au commissariat, on a des réticences parce qu'on a des raisons de ne pas aller. Pour aller à la justice, on a des réticences parce qu'on a des raisons de ne pas aller. Je pense que c'est vraiment important. Et pour revenir un peu, rejoindre celle qui disait qu'il y a des choses derrière peut-être, c'est exactement ce que Makan disait. Vous avez des gens qui ont balancé sur les réseaux qu'il y a des exactions, qui n'ont pas signé. Ils ont envoyé des textes anonymes et quand les gens ont demandé qui a envoyé, c'est qui, il n'y a pas de précision. Et l'autre chose, voilà, et l'autre chose, des gens qu'on a ramassés qui étaient dans les camions, vous avez vu, ils continuent à filmer, mais on dit quand même on a violenté, mais ça on n'a pas vu. Et moi, Mali Tribune a quand même envoyé un reporter qui ne relève aucun oui, il relève sécurité. Non, Mali Tribune. D'accord. Nous restons toujours autour du même registre pour parler justice. Nous donnons 72 heures au gouvernement pour libérer Bakary Togola. L'ultimatum, c'est pas de nous, mais de Mémé Diallo du syndicat des producteurs de coton. Mémé Diallo que nous écoutons ici, justement. Juma Sini Sibiri Kari Kanya nyinu fe amago anga moko sabala tene fajiri dake abiechu akaso note karamoke duguma je tene kasine uder ko mataro ka duguje ka soro anyete preda bagadni akamugo la
Comment Kamimabli, Corisine Mararo. En canto Yade. Voilà, traduction sommaire, nous donnons jusqu'à vendredi, samedi, dimanche et lundi avant 8 heures. Si Bakary Togola n'est pas libéré, l'État pourrait être responsable de tout ce qui peut advenir après. Makankone, on est également dans ça, un syndicat qui se permet de donner un ultimatum à tout un gouvernement, à tout un État, déjà sur la forme. Moi, je crois que c'est une tempête dans un verre d'eau, quoi. Ça. Mais sur la forme, comme vous venez de le dire, c'est dans la même foulée. Hein. C'est exactement, on parle de détails et tout. C'est que la justice qui interpelle quelqu'un, qui est mis en garde à vue, qui est sous mandat de dépôt, qui est enfermé, qui arrête 2 autres suspects. N'importe qui vient publiquement, lui, il représente. On dit qu'il est syndicat et tout, on ne le connaît même pas. Il vient qui se permet de défier tout un État. Maintenant, moi je crois que par rapport à ça, il n'y a pas de discours à faire. Attendons demain matin. Attendons voir ce qui va se passer. Si c'est la justice qui va libérer Bakary Togola, ou si la justice ne libère pas, c'est ce que notre ami va faire. Encore qu'ils sont contestés parce que je crois qu'il y a des syndicats qui disent qu'ils ne les soutiennent pas depuis hier. Mais dans la façon dont il parle, peut-être qu'il faut s'attendre à des représailles, hein, parce qu'il parle avec assurance. Oui, en fait, là, pour répéter Baba, c'est le fait même qu'il se permette de dire cela est quand même symptomatique d'un état d'âme. Mais moi, ça ne me surprend pas quand je vois toute la pression des milieux politiques et d'autres milieux qui en sous-main travaillent, négocient pour que Bakary soit libéré. Quand je vois la croisade menée par Mamadou Sissien Koulibaly qui n'a eu d'écho nulle part, alors que tout le monde se dit prêt et volontaire pour la lutte contre la corruption, je me dis on veut quelque chose et son contraire. Je ne vois pas, j'attends de voir comment les autres membres vont réagir, ou alors on ne leur a pas bien expliqué qu'il est soupçonné d'avoir privé les cotonculteurs d'un revenu. Donc, ça ne se comprend pas. Un tel ultimatum ne peut pas et ne doit pas prospérer. Je crois qu'Alexis a bien résumé en disant que dans le pays, tout le monde veut que la justice soit appliquée, mais personne ne souhaite que la justice lui soit appliquée. Jusqu'à présent, il n'a pas été condamné, il est soupçonné, l'instruction est en cours. Et je crois que pour l'une des rares fois, le procureur est sorti, il a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a donné les éléments, les charges qui sont reprochées aux prévenus. Donc il y a la justice qui en parle. Et juste 2 choses. La première, c'est que pour le cas de Sissien Koulibaly, il a trouvé un écho favorable, c'est qu'il a laissé les gens sur leur faim. Sinon, il avait des soutiens de toutes parts. Et même l'appel à témoins lancé par le procureur est également une occasion, des appels de phare à son endroit pour qu'il transmette justement au pôle économique les informations dont il dispose. Le second élément, c'est qu'il y a un gros coup à jouer à ce niveau. Le procureur doit se donner tous les moyens pour que lumière soit faite dans les règles de l'art par rapport à cette affaire. Parce que l'impression, c'est que l'estime à l'endroit de la justice est montée au sein de l'opinion nationale. Il y a un gros coup, il ne faut pas que ça donne un effet de flop. Alors, mais c'est normal ce qu'ils disent. Ça existe en France, aux États-Unis, où on voit des gens arrêtés et un comité soutient. Si on ne le libère pas, vous allez voir. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas être. Alexis, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça une démocratie. Mais maintenant, le problème, c'est de voir ce qui va se passer demain. Voilà. Et vous allez voir qu'ils vont se dégonfler rapidement comme une baudruche. Parce que je le dis, on a des problèmes de leadership, c'est pas méchant de le dire. Mais attention, ce qui s'est passé à Nyono doit nous instruire. Le lendemain, le calme est revenu. La police est intervenue pour mettre de l'ordre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est normal de ce qu'ils disent. La personnalité de M. Bakary Togola, c'est quand même un homme très important. Il connaît des journalistes, hommes et femmes. Il connaît des hommes politiques, hommes et femmes. Eux, ils ont le mérite de demander sa libération publiquement. Mais moi, je peux vous dire que le président de la République, le Premier ministre, reçoivent des SMS pour leur demander de faire libérer Bakary Togola, par exemple, par des hommes politiques, par des hommes d'affaires, parce qu'il y avait des intérêts. Donc le problème n'est pas, moi je ne suis pas du tout impressionné par ce cotonculteur au demeurant sympathique, avec son bonnet. Ah bon, hein? Mais le problème, c'est un problème de justice. Est-ce que vous voyez, Bakary Togola, il a 6 avocats. Je pense que des engagements vont être respectés. Je peux vous dire que jusqu'à présent, les avocats ne sont pas, vous voyez, quand vous constituez un avocat, il y a ce qu'on appelle une petite provision.
Alors s'ils ne donnent pas une provision... C'est des engagements, non? Ce sont des engagements. Donc peut-être parce qu'ils pensent que c'est une affaire qui va se terminer tout de suite. Attendons demain. Demain, c'est un autre jour. Il faut que la justice fasse son travail. Je trouve que le procureur, il parle moins, et c'est bien pour lui de moins parler, parce que des dossiers, si vraiment tous les dossiers qu'on voit ou dont on entend parler sont jugés, il y a de quoi faire sauter une partie de la République. Mais c'est normal. Moi, je pense que ces partisans doivent avoir le droit de s'exprimer. La justice doit avoir le droit et le devoir de faire son travail. Oui, cette croisade contre la corruption n'est pas prête de se terminer. Vous en parlez dans la lettre confidentielle Mali. Mali Tribune également va en parler mardi. On ne vous demande pas de nous donner la une du prochain numéro, mais quand même, il y a des auditions et non des moindres en vue cette semaine. Oui, en fait, on ne peut même pas, parce que vous avez vu, sans vous dire tout ce qu'on va dire, le chef de file de l'opposition va être invité parce qu'il a porté des accusations publiques, le procureur va l'appeler. Non, il y a un député aussi, oui, un célèbre député qui aussi va être voilà, qui va être... Je pense que... Je ne sais pas. Est-ce que les présidents de commission, les choses, je crois que les choses bougent... comme dit les Ivoiriens, veulent manger son piment dans ma bouche. Oui, mais non, c'est normal que les choses sérieusement, oui, je pense que... qui est ami d'Alexis, qui est chez un marabout, ça on les connaît. C'est normal que les choses bougent. Il y a une méthodologie qui est appliquée. Il y a, je crois, le procureur, à la limite, et il s'en félicite. Pour le moment, ne reçoit pas de pression ou même de mots d'ordre de la part du gouvernement. Je pense que oui, pour une fois, on peut dire peut-être que cette fois-ci serait la bonne. Oui, Baba, est-ce qu'on peut dire que la justice malienne joue sa crédibilité avec ces affaires ouvertes ça et là, puisque les choses étaient tellement désintégrées que le Malien n'y croyait plus? Mais est-ce qu'avec ce nouveau réveil, on peut parler de justice malienne qui joue avec sa crédibilité? Au-delà de la justice malienne, c'est l'État du Mali lui-même, parce que n'occultons pas le fait que pour de nombreux partenaires, les questions de gouvernance, notamment les failles dans la gouvernance, les dysfonctionnements sont criards dans le pays. Donc c'est l'État du Mali lui-même qui joue, non seulement d'un point de vue de lisibilité de cette campagne contre la corruption, mais également de restauration de l'unité nationale, parce que la justice, quand elle dysfonctionne, elle crée, les différences se transforment dans certains cas en conflit. Donc, c'est pas par hasard que dans certaines localités, on trouve que les griefs ou les conflits à l'origine tournent autour d'une question de justice mal tranchée. Donc, c'est très important et c'est ce que je disais. On a un gros coup à jouer. On ne dit pas que le prévenu est coupable ou pas, et ça, c'est peut-être la précision qu'il faut apporter ici, parce qu'on parle d'audition. Que quelqu'un soit auditionné, ça ne veut pas dire que la personne est inculpée, c'est juste entendre la personne sur l'affaire. Donc, laisser la justice faire son travail. On voulait tout juste prendre la parole de Macan, de la place de Macan, pour dire que dans cette affaire, la bonne nouvelle pour nous autres journalistes, c'est qu'on va rouvrir très rapidement le dossier Birama Touré, et que probablement le directeur de publication qui est à Paris va être entendu, et ici on va entendre d'autres personnes. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Si on veut réussir, il faut que nul ne soit au-dessus de la loi et qu'il n'y ait pas surtout de règlement de compte. D'accord. Macan, un dernier mot. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Comme on est un peu au temps des scoops, je voudrais annoncer aussi qu'il y a un dossier également qui va intéresser la justice, c'est la subvention des intrants agricoles. Oui. Je crois que très bientôt on va entendre parler de cela. Et notre ami Bakary Togola est aussi cité dans cette affaire. Ok. Cité. D'accord. D'accord. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat. À 21h temps universel politique, le débat avec Robert Dissa autour du thème du régime Moussa Traoré à l'ère démocratique. Comment expliquer la situation actuelle du pays? Avec comme invité Dr Shogel Kokala Maïga, président du MPR, Dr Omar Mariko, président de SADI, et Maître Muntagatal, président du Sénit de Faso Yiriwaton, du régime Moussa Traoré à l'ère démocratique. Comment expliquer la situation actuelle du pays? Avec Robert Dissa à 21h TU, un enregistrement public mis en place à 20h30. Également à 20h30, vous retrouvez Djibril Maïga pour Echo Hebdo qui reçoit Dr Modibo Mao Makalou. Ils vont parler des 25 ans de l'UEMOA, également du dernier sommet TICAD. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Invité Macan Koné de Nouvelle Libération, Alexis Calambri de Mali Tribune, Babada Kono, juriste chercheur, et Serge Daniel,
journaliste écrivain. À dimanche prochain, Inch'Allah.